Bonjour les marins, je viens d'acheter un nouveau voilier. Encore. Oui, mais pendant le processus d'achat, j'ai été confrontée à une difficulté qui concerne tous les plaisanciers, toutes les personnes qui voudraient acheter un bateau, et donc je pensais qu'il était vraiment important qu'on en parle dans cette vidéo. Il existe un obstacle auquel nous allons tous être confrontés pendant le processus d'achat, qui peut nous conduire à des achats catastrophiques, à perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il faut vraiment, vraiment prendre ce point en compte à chaque fois que l'on se met en quête d'un voilier. Alors pour expliquer ça, je vais vous parler de cet achat de voilier que je viens de réaliser. Je cherchais un voilier pour naviguer dans l'Arctique. Après, on va voir un peu comment ça aurait pu rater, comment on peut rater un achat de voilier. On va voir quel est finalement ce point dont je suis en train de vous parler, la vérité sur les achats ratés de voilier. Qu'est-ce qui fait que finalement, plein de gens vont rater à des degrés divers leurs transactions et se retrouver parfois dans des galères assez conséquentes. Et puis bien sûr, comment les éviter, parce que c'est ça au final qu'on veut. Pour pouvoir réussir notre projet, il faut qu'on trouve le bon bateau. Alors c'est parti. Je cherchais un voilier pour l'Arctique. Ceux qui me suivent savent que j'ai ce projet depuis fort longtemps. Et comme pour vous, essayez d'imaginer. Moi, je cherche un bateau pour l'Arctique, mais peut-être que vous voulez faire la Transat des Alizés, un tour du monde, naviguer quelques années en Méditerranée, au bord des côtes bretonnes, le long du fleuve Saint-Laurent. Vous avez un projet. Comment naît un projet ? Un projet, c'est toute une histoire. Dans mon cas, c'était une découverte, un coup de foudre, peut-être vous aussi. Je naviguais il y a plus de 20 ans dans les canaux de Patagonie en famille et nous avions décidé de remonter un fjord, le Cénopia, le long de la cordillère Darwin. Alors c'est pas très loin du détroit de Magellan, c'est un petit peu plus bas. C'est magnifique. Et alors il y avait des growlers qui flottaient et qui nous annonçaient la présence d'un glacier tout au fond de ce Céno, de ce fjord. Et nous avons remonté ce fjord. Il faisait un temps magnifique. Il y avait ces growlers, ces glaçons qui flottaient autour du bateau que nous évitions. Le temps était très calme. C'était vraiment un moment mais magique, merveilleux. Et au détour d'un méandre, je dirais, de ce fjord, eh bien, le glacier nous est apparu tout bleu, brillant de mille feux, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de soleil. J'ai sauté dans l'annexe pour prendre une photo du bateau, et là, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce paysage, de ce spectacle, et je me suis dit, il faut que j'y retourne, il faut que je retourne naviguer dans les glaces. Et ça, c'était en 2001, l'hiver 2001-2002. Donc, plus de 20 ans après, eh bien, les conditions sont réunies pour moi pour repartir en expédition, mais je ne veux plus partir de la même façon. Donc, j'ai bien défini mon projet. Je ne veux pas partir. Là, nous étions partis 2 ans autour du monde. Cette fois-ci, j'aimerais pouvoir m'absenter sur des périodes plus courtes, 2-3 mois, et explorer l'Arctique, l'océan Arctique, qui est finalement, entre guillemets, à 2 pas de chez moi, puisque j'habite en Bretagne. Donc ça, c'est mon projet, c'est de cette façon-là qu'il est né. Et pour vous, probablement, la décision d'acheter un bateau part aussi d'une découverte, d'un coup de foudre. Et c'est toujours intéressant de se raconter cette histoire pour savoir d'où on part et où on veut aller. Et ce chemin-là qu'on va suivre va nous permettre de bien définir aussi notre projet d'achat de bateau, et ça c'est très important, vous allez le voir. Donc il y a des étapes, forcément il y a des obstacles, on ne peut pas toujours acheter tout de suite le voilier de ses rêves, et même on peut, comme je viens de le dire, se tromper sur cet achat, et là ça peut vraiment mettre en péril le projet. Et puis bien sûr, il faut du temps pour mettre en œuvre ce type de projet. Et donc tout ça pour moi c'est beaucoup de plaisir. C'est une aventure en soi tout seul, et c'est aussi un apprentissage, puisque à partir du moment où vous voulez aller naviguer quelque part, eh bien,
vous allez lire, vous allez regarder des témoignages, vous allez regarder des vidéos. Donc moi, je regarde beaucoup sur tout ce qui est navigation dans les glaces. Vous allez vous former aux spécificités de ces régions. Vous allez apprendre à naviguer, vous allez apprendre les techniques dont vous avez besoin pour votre projet. Et au fur et à mesure, vous allez aussi franchir des pas, vous allez agir, vous allez gagner de l'expérience. Et pendant que vous allez réaliser votre projet, eh bien, vous allez aussi monter en compétences. Donc, c'est fabuleux. Et vous voyez que déjà, rien qu'à en parler, moi, je m'emballe beaucoup. Et ça, c'est probablement votre cas aussi. Néanmoins, j'ai créé un cahier des charges, je suis restée rationnelle. Et donc, dans un cahier des charges pour choisir un bateau, eh bien, point essentiel, vous avez votre programme de navigation. Donc, pour moi, il est assez, entre guillemets, simple. Je veux naviguer dans l'Arctique, je veux que ce bateau puisse se confronter, puisse heurter éventuellement des glaces, alors à petite vitesse, évidemment, mais sans mettre en danger ni la structure du bateau, ni bien sûr l'équipage. Il y a un budget. Donc, dans mon cas, j'avais défini ce budget à 90 000 €, bateau prêt à naviguer, mais pas forcément prêt pour l'Arctique. Et puis, de là, on va sortir des caractéristiques. Donc, je vous donne les caractéristiques principales, hein, il y en avait d'autres, mais ce que moi je voulais un bateau entre 35 et 38 pieds. Plus petit, ça me paraissait pas suffisamment logeable pour emmener des équipiers, et puis pas assez rapide. Plus grand, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça aurait été un bateau plus coûteux et plus difficile aussi à manœuvrer si je voulais le manœuvrer seul, ce qui peut m'arriver. J'ai aussi appris que pour espérer passer le passage du Nord-Ouest, si je vais au bout de ce projet, eh bien, il vaut mieux avoir un tirant d'eau réduit. Donc, ça, c'est rentré dans mon cahier des charges. Comme je veux me frotter aux glaces, eh bien, moi, j'ai choisi d'avoir de l'aluminium épais. Donc, on va voir que ça c'est un critère un petit peu compliqué à remplir. Et puis, je voulais un bateau qui soit relativement récent pour garder de bonnes performances, parce que les bateaux récents sont aussi à longueur égale souvent plus habitables. Et puis, j'ai pas envie de me lancer dans le refit total d'un bateau qui aurait une trentaine d'années. Donc, à partir de là, quand j'ai été prête, que j'ai su que j'aurais la somme nécessaire et que j'avais le temps pour me lancer dans cette aventure, eh bien, je me suis confrontée au marché. Premier obstacle, c'est qu'il y avait peu ou pas d'offres disponibles. Et ça, c'est très fréquent au début des recherches. Vous savez peut-être que j'ai sur mon blog, je propose régulièrement un accompagnement à l'achat de bateaux. Et j'ai plein d'élèves qui me disent qu'ils ne trouvent pas le bateau, qu'il n'y a rien à vendre sur le marché. Alors c'est vrai qu'à certaines périodes, et c'était le cas un petit peu après le Covid, on peut avoir du mal à trouver un bateau, les bateaux partent vite, mais en fait, il y a quand même un choix très important. Et on a systématiquement, quasiment, cette sensation que le bateau qu'on cherche n'existe pas. Et donc, il y a un premier écart qui se produit entre notre rêve et la réalité. Il y en aura d'autres, hein, ça c'est le principe d'une aventure, mais on va tous vivre cette expérience-là, et si on la vit tous, c'est peut-être pas uniquement la faute du marché. Alors, j'en dis pas plus, vous allez comprendre ce qui se passe ensuite, et ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Alors, les solutions, eh bien, on peut attendre. On peut attendre d'avoir le bateau idéal qui pointe son nez. Si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez pas défini de date de démarrage pour votre projet, effectivement, vous pouvez vous permettre d'attendre, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez aussi augmenter le budget. Vous pouvez aussi élargir la zone d'achat. Vous dire, parce que bon, moi je m'étais dit, je veux bien chercher dans tout l'Atlantique, toute la Méditerranée, la mer Baltique, mais je ne suis pas motivée pour aller chercher mon bateau par exemple dans le Pacifique, parce que pour le ramener, ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me coûter aussi très cher, et si je vais le visiter, je vais déjà me sentir un peu engagée. Une autre solution, c'est d'assouplir les caractéristiques du bateau.
Et dans mon cas, ce qui posait le plus problème, c'était vraiment le matériau, c'est-à-dire qu'il y a très peu de bateaux en alu épais disponibles. C'est plutôt une spécialité française. C'est essentiellement le chantier Meta en France qui propose des bateaux en strongal, des bateaux en aluminium de 10 mm d'épaisseur. Et on n'en trouve pas, en plus, très facilement, et surtout pas dans la taille que j'avais définie, ni dans mon budget. Donc j'aurais pu revenir, et j'y ai réfléchi, sur de l'alu conventionnel, moins épais, moins solide, mais ça reste quand même assez costaud, ou de l'acier, mais qui présente l'inconvénient d'être assez lourd et qui rouille. Et puis l'autre problème que j'avais, c'est que je ne voulais pas de dériveur intégral, et que si on veut un bateau en métal à tirant d'eau réduit, ces bateaux de grand voyage sont généralement des dériveurs intégraux. Mais moi, je voulais un bateau qui remonte correctement au près. Et donc, ça m'embêtait d'avoir un dériveur intégral. Donc, j'étais un petit peu coincée autour de cette question-là. L'autre dernière solution, bien sûr, c'est de changer de programme. Et pour moi, changer de programme, donc ne pas aller naviguer dans l'Arctique, c'est tout simplement renoncer à mon projet. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'un bateau est apparu. Alors, je vais nommer ce passage de mon exposé « Vous qui passez sans me voir », parce que vraiment, le bateau, je l'ai vu plusieurs fois dans les annonces. J'ai lu cette annonce plusieurs fois. Je savais que ce bateau était en Bretagne. Je ne savais pas où exactement. Mais je ne me suis pas arrêtée sur l'annonce parce qu'il était un petit peu au-dessus de mes prix. Et certainement, toujours pour une raison qui est liée à ce point qui fait qu'on peut rater un achat de bateau. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'aller chercher son bateau à l'autre bout du monde. Et si vous l'avez juste à côté de chez vous, allez voir. Mais je me dis que ça peut faire partie du chemin, qu'on n'est pas toujours tout de suite prêt. On pense qu'on l'est, mais finalement, on a encore besoin de rêver, on hésite un petit peu, on est pris par le doute. Peut-être que l'aventure, ça va être aussi pour vous ce processus d'achat de bateau et que vous aurez besoin de le vivre pendant un certain temps. Et c'est aussi ce qui peut faire que certains bateaux vont pas trouver grâce à vos yeux, alors qu'ils pourraient très très bien faire l'affaire. Et là, c'était peut-être un peu ça, c'est que ce bateau, il m'attendait à 2 pas de chez moi, à 30 minutes de route. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et bon, clairement, il était au-dessus de mon budget. Mais pas tant que ça. Il était un peu au-dessus du budget. Et il rentrait entièrement dans le cahier des charges. Mais je dis bien entièrement. Et donc, je décide quand même, au bout d'un moment, de lui accorder une visite. Je vais voir ce voilier. Et là, à nouveau, des problèmes. C'est-à-dire, déjà, je ne le trouve pas beau. C'est un bateau à bouchin. Je trouve que ses formes sont un petit peu brutes. Il fait vraiment 4x4 des mers. Et puis, il y avait des travaux de peinture assez longs à envisager, puisqu'il fallait refaire toute la peinture de pont et également la peinture de coque. Et tout ça, évidemment, faisait que ce bateau était beaucoup moins joli qu'il aurait pu l'être. Et puis, il était toujours trop cher. Et le vendeur, il était très amoureux de son bateau. C'est un bateau qu'il a construit. Et il était triste de vendre son bateau. Donc, il n'avait pas très envie de baisser le prix. Et il se demandait s'il n'allait pas faire lui-même ses travaux de peinture. Et je ne savais pas au bout de combien de temps il accepterait de vendre ce bateau à son prix réel. Parce que finalement, au vu des travaux à réaliser, il y avait peu de chances que le bateau soit vendu au prix qu'il en demandait. Alors, je me suis mise à réfléchir, puisque quand même, ce bateau rentrait vraiment dans mon cahier des charges, même si je ne le trouvais pas très joli. J'avais pas le coup de cœur, en fait. Mais je me suis dit, le prix va probablement baisser. Et du coup, j'ai fait une deuxième visite avec un ami qui est skipper professionnel et qui a navigué, lui, dans les glaces, y compris aux alentours du passage du Nord-Ouest. Donc quelqu'un d'extrêmement qualifié pour me confirmer ou non que ce bateau pourrait me permettre de réaliser mon projet. Et il lève toutes mes objections sur le plan technique. On va voir le bateau et c'est bien simple. Il me dit, écoute, Catel, moi, si j'avais ce projet-là, je crois que c'est un bateau que je pourrais m'acheter. Alors, quand il m'a dit ça, là, je me suis dit,
ok, là, il faut vraiment que j'y aille. Et j'ai entamé les négociations. Donc ça a été le processus d'achat pour ce voilier. Et je pense que si vous êtes déjà en train d'acheter un bateau, eh bien, vous allez sûrement vous reconnaître dans un certain nombre des aventures, des points, des étapes, des obstacles, des doutes que je viens de vous exposer. Ce n'est pas spécifique à ma recherche. Là, ma recherche, là, c'est juste un exemple. Mais vous, si vous cherchez un bateau, eh bien, vous allez sans doute vous confronter à des questions similaires. Et à cause de ce qui se produit en nous quand on veut acheter un bateau, on peut très bien rater notre achat. Alors, il y a des erreurs, je dirais, surtout si vous achetez un bateau d'occasion, qui sont un peu inévitables et dont je voulais aussi vous parler. C'est-à-dire qu'on peut mésestimer le temps et le coût réel de la mise en état d'un bateau. À chaque fois, moi, j'ai acheté des bateaux qui étaient des bateaux d'occasion. Là, j'ai beaucoup de travaux de peinture à faire et le ponçage est en cours. Je ponce énormément ces derniers temps. Précédemment, je vous avais raconté, j'avais acheté un bateau beaucoup plus petit, un First Class 8, mais je me suis retrouvée à un moment... j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que j'ai dû refaire tout le mécanisme de quille et j'avais pas envisagé ce point-là. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps et plus d'argent que ce que j'avais prévu, même si, bon, finalement, je suis bien retombée sur mes pieds. Mes bateaux précédents, j'avais acheté un Chance 32 quand j'avais une vingtaine d'années. C'était un plan Vauquier. Il était osmosé. Je savais qu'il était osmosé. Je savais les travaux qui seraient à faire. Je me suis pas mis le couteau sous la gorge pour le temps qu'il faudrait passer à rénover le bateau. Je l'ai fait petit à petit, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'on met toujours plus de temps à rénover un bateau qu'on peut l'estimer au départ. Même le chef du chantier où est mon bateau actuellement m'a dit que pour lui, c'était aussi une vraie question. C'est pas forcément une erreur en fait, parce que c'est inévitable quand vous achetez un bateau d'occasion, les bateaux s'usent. Et cette question aussi du temps de mise au point d'un bateau est vraie pour un bateau neuf. Si vous avez un bateau neuf, vous allez devoir le préparer, le mettre au point. Vous allez faire face à des défauts de fabrication mineurs ou parfois majeurs, malheureusement. Et donc, vous serez retardé. Donc ça c'est pas... On va dire, tant que ça ne vous empêche pas de réaliser votre projet, on ne peut pas considérer vraiment que c'est une véritable erreur, ce temps-là. D'accord ? Pour compenser ce problème-là, prévoyez 10 à 15% de plus que le devis de travaux initial et tout se passera bien. Il y a des erreurs courantes. J'ai fait toute une vidéo là-dessus et la plus courante, c'est de ne pas mettre un bateau au sec avant de l'acheter. Alors ça, même si j'en parle dans la vidéo sur les 5 erreurs à ne pas faire pour acheter un bateau, je pense que je le répète parce que c'est l'erreur la plus courante, la plus grave et vous continuez à la faire. Par exemple, là, il y a un lecteur qui m'a écrit pour me dire qu'il est super content, il vient d'acheter un dériveur de 32 pieds et le vendeur lui a dit « Oh, c'est bon, il y a rien à la dérive ». Et donc, mon lecteur a eu confiance dans le vendeur. Il n'a pas sorti le bateau de l'eau. Et finalement, quand il a plongé sous son bateau, il s'est rendu compte que non, il n'y avait rien à la dérive. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus de dérive du tout. Il ne restait plus qu'un voile de polyester. Donc, sa dérive était fichue, en fait. Il y a un autre cas que j'ai longuement développé au printemps dernier dans une vidéo privée destinée aux abonnés du blog. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner en cliquant sur un lien sous la vidéo si vous voulez avoir accès à ce type de conseils et de vidéos. C'est le bateau de Sailing Atypics. Donc c'est une chaîne YouTube où vous pouvez aller la voir et vous allez y rencontrer un couple de Québécois qui ont acheté il y a quelques mois un catamaran et ils ont fait beaucoup d'erreurs dans l'achat de ce bateau qui s'est avéré être très très endommagé au plan de la structure, délaminé sur plusieurs mètres de long. L'équipement était fatigué, inutilisable. Donc ça a été vraiment la douche froide pour eux et ils ont probablement perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. I was thinking, oh, maybe only this side is all over. Oh my god.
It's 28. It's all over. Over there, the bulkhead on the back. The liner is all glue with pieces of wood. See? So the floor moved down a bit, or the structure move up a bit, or they make it all together. You see the bulkhead here is totally free. So it's some massive repairing now. Alors, il y a plein de raisons, hein, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez, moi j'ai appelé un ami pour expertiser le voilier que je voulais acheter, mais eux, ils sont tout fait tout seuls, alors qu'ils ont finalement assez peu d'expérience et ils comptaient que sur leurs connaissances. Donc ça, c'est un petit peu un excès de confiance, on va dire. Ils avaient aussi un excès de confiance dans les vendeurs, qui étaient également canadiens. Et donc, ils se sont dit, entre compatriotes, on va pas se la faire à l'envers. Moi aussi. Ils ont pris un énorme risque financier aussi, puisqu'ils ont impliqué des amis dans l'achat de ce bateau. Ils sont allés très vite pour acheter le bateau parce que les vendeurs en fait repartaient au Canada, donc après ça aurait été compliqué d'acheter le bateau, je sais pas, ils leur ont mis la pression et puis eux-mêmes ont trouvé des acheteurs rapidement pour leur bateau. Ils étaient au Panama à ce moment-là et donc ils n'allaient pas rester, c'était leur maison, il leur fallait un nouveau bateau. Donc, tout ça s'est fait beaucoup trop vite à mon avis. Et donc finalement, je disais, il y a beaucoup d'illusions dans cette affaire-là. Ils ont halluciné leur rêve. Ils ont vu le bateau revenait des Marquises, ils voulaient aller aux Marquises, donc ils se sont dit, ce bateau peut faire ce qu'on va faire. C'est comme si on y était déjà quelque part. Ça veut dire que ce bateau, on va l'acheter, nous aussi, il y est allé, il peut retourner aux Marquises puisqu'il en revient. Oui, sauf que s'il a déjà fait un aller-retour dans le Pacifique, eh bien, ce bateau est forcément usé. Vous avez plein de gens qui mettent dans leurs annonces que les bateaux, ils ont fait des trucs extraordinaires avec leurs bateaux, et donc c'est un argument de vente. Oui et non, c'est-à-dire qu'un bateau qui rentre d'un grand tour de l'Atlantique, d'un tour du monde, d'une traversée du Pacifique, est un bateau qui a navigué et dont les équipements sont nécessairement fatigués. Donc il ne faut pas oublier ça. Alors, il y a d'autres raisons de rater un achat de bateau. On peut avoir un cahier des charges inadapté. Ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, que j'arrive à faire éviter aux gens que je coach. Mais souvent, vous avez envie d'avoir un bateau trop grand, vous ne prenez pas en compte suffisamment la manœuvrabilité du bateau, et les frais d'entretien qui vont en découler, le problème de trouver aussi une place de port, parce que plus le bateau est grand et moins vous allez trouver de place de port souvent, ou alors il va être trop petit. Et donc il n'y aura pas l'habitabilité nécessaire si vous avez des enfants, une famille. Et selon là où vous voulez aller naviguer. Donc, vous allez devoir rechanger de bateau assez rapidement. Vous mettez des options inutiles. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent avoir des barres à roues partout. 2 barres à roues jusqu'à 35 pieds, 38 pieds. Ça ne se justifie pas nécessairement d'avoir une barre à roues. Ça prend beaucoup de place, ça vous fait un mécanisme supplémentaire et ça peut vous faire passer à côté d'un super bateau. Et tout ça, toutes ces erreurs, si vous achetez un bateau qui n'est pas adapté à votre projet, eh bien, ça peut vous dégoûter de posséder un voilier parce que vous allez passer énormément de temps, soit à l'adapter à ce que vous voulez faire, soit vous ne serez jamais à l'aise dans vos manœuvres ou dans vos navigations parce qu'il ne correspond pas tout simplement à ce que vous avez à faire. Et donc finalement, quand on rate un achat de bateau, ce ne sont pas forcément des erreurs spectaculaires, on s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout d'un moment, on va être fatigué, on va être là, on va se dire finalement, c'était pas aussi bien que ce dont j'avais rêvé, on va le revendre et vous allez vous mettre à la pétanque ou au golf. C'est un petit peu dommage. Là, vous en savez assez pour comprendre pourquoi on peut, comme ça, louper son achat, acheter le mauvais bateau, ne pas voir certaines choses qui pourtant crèvent les yeux, ne pas prendre des précautions qu'on prendrait si on achetait une voiture, si on achetait une maison. Vous regardez le contrôle technique quand vous achetez une voiture. Une maison, il y a tout un tas de diagnostics immobiliers qui sont faits et vous allez le revisiter généralement, votre achat immobilier avec des amis, avec de la famille, éventuellement avec le tonton bricoleur. Mais pour les bateaux, c'est pas le cas.
ou souvent, c'est pas le cas. Pourquoi on va acheter un bateau quasiment sur un coup de tête? Il y a vraiment un empressement à la source de ces erreurs. Par exemple, les bateaux partent vite sur le marché et vous dites je vais rater la bonne occasion. Donc c'est vrai que du coup vous allez être tenté de dire bon allez j'y vais, je saute à l'eau, puis je nagerai après. Mais pour éviter ça, si vous étiez bien préparé avant, peut-être qu'il y aurait moins cette notion d'empressement. Vous sauriez si c'est le bon bateau ou pas. Voyez ? L'aveuglement. Donc on vient d'en parler, hein, on va y croire tellement, on se voit déjà à la barre du bateau, en rentrant dans un atoll dans le Pacifique, on franchit la barrière de corail, vous jetez l'ancre, et puis vous plongez dans une eau turquoise au milieu des poissons, ça y est, vous y êtes, c'est merveilleux, bah, du coup, vous voulez pas qu'il y ait des objections. Et vous achetez le bateau. In your heart, it's whole universe. Et puis, il y a ce fameux excès de confiance, donc ça peut être dans le vendeur qui vous a séduit, avec qui vous avez l'impression de partager des valeurs, qui est super sympa, il vous invite à l'apéro, il entretient votre aveuglement, il va peut-être entretenir votre empressement aussi, et puis il va vous dire que allez-y, c'est à votre tour. Et vous avez peut-être trop confiance aussi dans vos capacités de rénovation, d'expertise, de manœuvre ou dans vos capacités financières. C'est bien humain. On a tendance à se surestimer à certains moments. Et là, c'est vraiment pas le moment de le faire. En fait, il faut vraiment essayer de poser les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Mais pour un bateau, eh bien, on a du mal à être rationnel. Vous voyez, contre quoi ai-je dû me battre pour trouver un voilier adapté à mon projet? Eh bien, j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai pas eu le coup de cœur tout de suite. J'ai trouvé moche le bateau. Eh bien ça, c'était une bonne nouvelle, parce que ça m'a permis de réfléchir. Le principal obstacle à un achat rationnel, ce sont vos émotions. C'est ça la vérité. Ce sont nos émotions qui nous empêchent de réfléchir. Ces émotions, elles vont amener deux conséquences immédiates. D'une part, la procrastination. Vous allez douter. Vous avez peur d'échouer, ou bien vous allez pousser le souci du détail trop loin. Ça, ce sont les symptômes de la procrastination. Et du coup, le bateau n'existe pas. Vous ne voyez pas le bateau. En fait, je vous l'ai dit, au début de la vidéo, on se retrouve tous au début avec cette impression que le bateau qu'on veut acheter n'existe pas ou n'est pas dans nos moyens, ou bien il est à l'autre bout du monde et on ne pourra pas aller le chercher. En réalité, c'est qu'on procrastine. On est dans le doute, on a peur de ne pas réussir notre projet, on a peur qu'une fois qu'on aura le bateau, on voit bien tout le chemin qu'il y a à faire, il est très très long avant d'être au mouillage dans cet atoll ou en ce qui me concerne, de me retrouver au pied des glaciers. Eh bien, tout ça, ça va nous amener à nous dire non mais en fait ce bateau, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, ça, c'est nos émotions, notre peur, nos doutes qui agissent. Et puis, pour lever le doute, finalement, c'est un peu quand vous cherchez votre partenaire amoureux, vous doutez au moment de vous engager, et puis vous vous dites « Ouais, mais est-ce que je suis vraiment amoureux? Est-ce que j'ai vraiment le coup de cœur ?» Eh bien, pour un bateau, on fait pareil. Et c'est un bateau, c'est pas une femme, c'est pas un homme, c'est pas votre compagnon, c'est pas, même si ça y ressemble sur beaucoup de points, chercher le coup de cœur pour un voilier, c'est un piège.
Alors, on va le faire parce que ça va nous permettre de ne plus douter. Et c'est ça qui va nous faire perdre notre rationalité en même temps. Et c'est vraiment paradoxal parce que en même temps, vous allez me dire, bah, si j'ai pas le coup de cœur, pourquoi j'irai acheter ce bateau? Mais si je reprends l'achat de mon bateau dans l'Arctique, une fois que j'ai levé mes objections, ce bateau, j'ai commencé à le trouver beau. Il a commencé à me plaire. Je l'ai trouvé, on va dire, mignon. Allez, il va pas devenir un bateau super esthétique, mais en fait, il est pas laid du tout. We just trying to catch a good time, even if it takes all night. Pass that bottle around the campfire, sipping apple pie moonshine. Donc vous voyez, je suis sûre que là, si vous cherchez un bateau et que vous n'y arrivez pas, eh bien, vous avez les raisons principales. Vous venez de comprendre les raisons pour lesquelles c'est si difficile. Mais c'est normal. On est fait comme ça, on est fait d'émotions, et si on n'avait pas d'émotions, eh bien on n'aurait pas de désir, on n'aurait pas envie d'acheter des bateaux, on n'aurait pas de programme de navigation, on ferait rien. Alors comment sécuriser nos achats de bateaux? Eh bien la solution, c'est de nous décaler de nos émotions. Alors comment on fait ça? Comment on se décale de nos émotions? Comment rester rationnel pendant tout le processus d'achat de bateau, sachant que les émotions, elles sont là depuis le départ et que ce sont elles le moteur de notre projet? Eh bien, il faut nous recentrer déjà sur l'objectif. Notre objectif, c'est absolument pas d'acheter un bateau. Mais non! Rappelez-vous, vous voulez être au mouillage dans un atoll du Pacifique? Vous voulez aller aux Caraïbes? Vous voulez aller en Corse? Visiter, explorer les côtes bretonnes? L'Irlande? Monter en Norvège? Aller dans les glaces? C'est pas acheter un bateau que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est naviguer. Il faut pas perdre cet objectif de vue. Et donc, cet objectif, eh bien, finalement, c'est un programme de navigation qui vous intéresse, que vous voulez réaliser. C'est pas demain, je pars dans les Caraïbes, allez hop, j'achète un bateau et c'est parti. Non, non. Si vous allez aux Bahamas, c'est beau les Bahamas, vous voyez des images, sable blanc, les palmiers, l'eau turquoise. Sauf que pour aller aux Bahamas, si vous partez des États-Unis, il faut traverser le Gulf Stream, donc un courant assez puissant. Et puis, il y a des saisons pour aller aux Bahamas, et il y a des saisons pour aller aux Caraïbes. Et finalement, si vous voulez aller dans les Caraïbes, il y a plein de destinations possibles en réalité. Peut-être que vous pourriez faire un crochet aussi par les îles San Blas, c'est beau les San Blas. Bon, donc du coup, il faut que vous fassiez un circuit, il faut que vous sachiez quel mois vous devez partir pour y aller, quel mois vous devrez aussi quitter, parce qu'il y a des cyclones sur les Caraïbes, et puis quel circuit, et avec qui vous allez naviguer, vous voyez? Donc il y a vraiment beaucoup de choses à préparer, il y a des dangers, il y a des contraintes, vous allez regarder des témoignages, vous allez lire des bouquins, des vidéos, interroger des gens. Prenez le temps de construire le programme, dans tous les cas. Et ça, c'est ça l'objectif final, hein. C'est pas l'achat du bateau. Faut pas oublier. Et ensuite, eh bien, il faut mettre en place une stratégie, bien avant de commencer les visites, parce qu'une fois que vous serez dans les visites, c'est là que vous allez commencer à engager vos émotions, la peur, le doute vont monter, l'empressement aussi, l'excitation, il y a tout ce mélange d'émotions qui va venir et qui va vous rendre très vulnérable à toutes les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour éviter ça, il vous faut une stratégie. Une stratégie qu'il faut suivre malgré les émotions. Et ça, c'est pas si facile. Pour ça, déjà, il faut être sûr de sa stratégie. Faut vraiment l'avoir bien préparée, y croire ou dire c'est ça qui va me permettre d'y arriver, c'est mon chemin, ça c'est un chemin rationnel et je vais essayer de ne pas en dévier. Mais c'est pas si facile, c'est pas si facile. Je prends un exemple qui est pas du tout dans notre domaine, mais savez-vous pourquoi 90% des traders particuliers perdent en bourse? Vous savez, il y a plein de gens qui vous vendent des stratégies pour gagner de l'argent rapidement en faisant du trading. Et pourtant, l'immense majorité des particuliers perdent énormément d'argent en faisant ça. Est-ce que ce sont les stratégies qu'on nous vend, qui sont pourries? Mais pas nécessairement, vraiment pas. C'est juste il est très difficile de les suivre.
naturellement, en plus il s'agit d'argent, donc ça convoque énormément d'émotions fortes. Et vous voyez, tout le monde voit à un moment les cours monter et va se dire, bah là, je vais acheter. Sauf que il fallait acheter quand le cours s'apprêtait à monter, pas quand il était en haut. Et tout le monde achète quand ils sont en haut, et évidemment, ils redescendent, et les gens perdent de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand ils voient les courbes, les émotions arrivent, l'excitation arrive, il faut vite que j'y aille moi aussi, il y a plein de gens qui sont en train de gagner de l'argent et pas moi, donc j'y vais, j'achète, et bam, le cours s'effondre, et donc les gens n'ont pas respecté leur stratégie. Et donc c'est pas facile, si 90% des gens n'arrivent pas et perdent des sommes si énormes, dans ces cas-là, nous aussi, quand on veut acheter un bateau, qui paraît quelque chose de beaucoup plus poétique que le trading, non, on est aux prises avec justement des émotions, on rêve, c'est peut-être poétique, c'est peut-être romantique, c'est peut-être plus doux, la navigation, que c'est les univers que je viens d'évoquer, mais en fait, c'est aussi plein d'émotions, et la stratégie, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qu'on va opposer à ces émotions pour respecter le processus d'achat, un processus d'achat rationnel qui va nous protéger et nous éviter de nous aveugler. Et un coaching peut être nécessaire, et un coaching, prenez-le au sens large, même si moi j'en propose à certains moments, mais moi-même, j'ai fait appel à un ami. Vous pouvez faire appel à un tiers, à quelqu'un d'expérimenté, ça va pas suffire, il faut que vous ayez votre stratégie, votre processus, que vous sachiez ce que vous voulez, ce qu'il vous faut, mais à un moment donné, cette personne va voir des choses que vous ne voyez pas. Ça fait partie du processus de ne pas être non plus tout seul dans l'achat de son bateau, parce que là, le moment où les émotions vont prendre le dessus, eh bien, on ne va pas le voir arriver, et c'est là que l'on risque de commettre des erreurs. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie d'achat de voilier, si vous voulez recevoir des conseils, si vous voulez avoir accès aussi aux vidéos privées d'analyse que je propose sur ma newsletter, via ma newsletter, eh bien, il vous suffit de vous y inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo, et on se retrouve dans votre boîte mail